Le pôle ressources nationales sport de nature, justement, qui a été créé au sein du CREPS, qui a pour vocation aujourd'hui de renforcer les compétences des acteurs des sports de nature au travers de l'information, de la formation, du conseil, de l'expertise et de l'évaluation. Alors, avec nous ce matin, le chargé de mission Christophe Martinez, qui œuvre au cœur du pôle ressources nationales sport de nature, qui est à l'initiative du projet qu'il va vous présenter, et un projet qui entre réellement dans le cadre de l'accompagnement de la politique de développement maîtrisé des sports de nature, car comme nous le disait à l'instant Christophe, il y a un vrai enjeu que d'accompagner ces développements. Il n'est pas tout d'envoyer les gens en pleine nature, il faut savoir les accompagner de manière cohérente. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux projet ? Oui, avec plaisir. Je voudrais aussi saluer pour commencer les 120 participants qui sont actuellement en visioconférence, ce qui montre aussi un peu l'engouement sur cette thématique. Alors sur la thématique du big data, des sports outdoor, je vais essayer en quelques diapositives de vous brosser un petit peu le paysage, l'écosystème de ce projet. Ce projet il part tout d'abord sur un constat qui est que selon le sondage Odoxa réalisé en juin 2019, on a plus de 4 Français sur 10 qui utilisent des objets connectés durant leur pratique sportive. Alors ça c'est une moyenne on va dire un peu générale, et quand on regarde ça de manière un peu plus en détail sur l'utilisation de ces objets connectés durant la pratique sportive, en fonction de l'âge, on s'aperçoit que c'est un peu normal, des jeunes générations qui sont très très connectées, avec plus de 63% d'entre eux qui utilisent ces objets connectés durant la pratique sportive pour la tranche 18-24 ans, alors qu'on est aux alentours d'un peu plus du quart, un peu moins d'un tiers pour les personnes qui ont plus de 65 ans. En matière d'objets connectés, on a différents types d'objets connectés. Donc les applications smartphone, on voit qu'il y a 31% des Français qui l'utilisent durant leur pratique sportive. Concernant d'autres appareils qui mesurent la fréquence cardiaque ou la sudation, on est à 20%. Et un secteur qui monte de plus en plus, qui est celui des montres connectées, avec 19% on va dire, d'utilisateurs durant la pratique sportive. Le reste des objets connectés sont carrément des capteurs dans les raquettes de tennis ou les clubs de golf, par exemple, qui nous intéressent un peu moins dans la problématique d'aujourd'hui. Sur la diapositive, vous voyez aussi sur le schéma de droite, là c'est une étude qui a été faite par NPD Group, NPD qui est une grosse société de sondage et qui notamment s'occupe de tout l'analyse des marchés dans le domaine de l'outdoor. C'est une enquête en 2017 aux États-Unis qui s'intéressait à l'usage quotidien des montres connectées. Et on voit qu'en termes de fonctionnalité, la fonction tracking, c'est-à-dire l'enregistrement de mon parcours ou la consultation du coup de ce parcours pour le suivre dans sa pratique sportive, est la deuxième fonctionnalité la plus utilisée quotidiennement. Donc là, on est bien dans des activités qui sont vraiment importantes et dans la vie de tous les jours des sportifs. Maintenant, on va faire le point un peu dans le domaine de l'outdoor. Et là, je voudrais remercier tout particulièrement Adrien Tarenne de la Fédération française d'athlétisme, le responsable running, qui nous a autorisé à diffuser cette diapositive, où vous avez en bleu donc la population française, en rouge l'échantillon des runners en France. C'est surtout ces deux couleurs qu'on va s'attacher à regarder dans le schéma. Donc on a 66% des Français qui courent avec un smartphone, un peu plus forcément au niveau de la population des runners. En ce qui concerne l'utilisation d'une application durant la course à pied, avant ou après, on baisse un petit peu, mais on a quand même encore 46% des runners qui utilisent une appli. Et quand on va ensuite pour partager ce parcours sur les réseaux sociaux, on a encore pratiquement un tiers des runners qui font cette activité-là. Quand vous connaissez, on va dire, les volumes de pratiquants qui sont en millions de pratiquants qui font de la course à pied, on imagine un peu le volume de données que ça peut représenter. Maintenant, si on s'adresse aux marcheurs ou aux randonneurs connectés,
Là, c'est des chiffres qui sont issus de la Fédération française de randonnée pédestre, que je remercie, sur une enquête qui a été menée auprès des licenciés en 2018. Je vous rappelle que le licencié de la Fédération française de randonnée pédestre est plutôt une licenciée et qu'elle est plutôt âgée de 63 ans en moyenne. Donc on est sur des populations là qui sont entre guillemets dans une cible normalement peu connectée, et pourtant on s'aperçoit qu'on a plus d'un randonneur sur deux, d'un licencié sur deux qui utilise un smartphone durant sa randonnée, et que sur ces utilisateurs de smartphone, il y en a légèrement moins d'un sur deux qui a une application mobile spécialisée. Et quand on s'intéresse après au type d'application mobile, on s'aperçoit qu'on a un trio de tête avec Visorando, Iphigénie et CityTrail qui sont les 3 applications les plus utilisées par les licenciés de la AFF Randonnée. Continuons ce balayage sur l'outdoor avec les cyclistes connectés. Donc là, j'ai repris une diapositive de l'Observatoire du vélo qui a été présenté assez récemment, donc en 2020, par Sport Hero et l'Union Sport et Cycle. Alors eux, ils se sont, on va dire, intéressés à l'analyse du big data. Donc ce sont toutes les activités de la communauté Cycling Hero qui ont été enregistrées en 2019. Et à travers ces activités, ils ont croisé avec une étude par sondage sur un échantillon en mai 2020 de 1840 cyclistes issus de cette communauté. Alors là, la question était quels accessoires utilisez-vous pour traquer vos sorties, donc pour enregistrer vos sorties. Et on s'aperçoit, c'est une question à choix multiples, donc c'est pour ça que vous avez un pourcentage qui est supérieur à 100, mais qu'on a quand même de gros utilisateurs de montres connectées. Chez les cyclistes, on a bien sûr le compteur GPS, qui est peut-être spécifique à l'activité, et puis aussi des utilisations avec le téléphone et donc des applis qui permettent de se géolocaliser. Toujours chez les cyclistes, mais là peut-être sur une cible un peu plus, on va dire, tourisme, avec l'Observatoire du tourisme à vélo de la Fédération française de vélo, ex-cyclotourisme, ce sont aussi des chiffres de 2018. On voit que sur cette slide, vous avez 32% de cyclistes, qu'ils soient licenciés ou non licenciés, qui utilisent des applis mobiles pour réaliser leurs sorties, et que la fonction guidage GPS est utilisée par 53% d'entre eux. 70% d'entre eux regardent le circuit qu'ils ont effectué, donc la trace qu'ils ont enregistrée au cours de leur sortie. Donc tous ces chiffres un peu pour vous montrer l'importance quand même des cyclistes connectés. Alors dans la slide qui est à l'écran, je me suis attaché à essayer de faire une estimation. Alors je vous prie d'être indulgent avec les chiffres qui sont positionnés là. C'est, on va dire, une approche vraiment macro, grande masse. On sait qu'en France, on a à peu près un Français sur deux qui pratique un sport outdoor. Donc ça, ce sont des chiffres issus du baromètre 2018 de la pratique sportive en France du ministère des Sports. Donc ce sont des chiffres fiables, avec donc une population de pratiquants outdoor estimée à 29 millions à peu près de pratiquants. Côté Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'expérimentation dont on va parler se situe en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un peu moins de 3 millions de pratiquants en Auvergne-Rhône-Alpes concernant les sports outdoor. Donc là aussi, ce sont des chiffres de la direction régionale jeunesse et sport et du cabinet Mouvance sur une enquête sur les pratiques sportives non fédérales. Quand on essaie du coup de faire, on va dire, un ratio par rapport à cette population de sportifs outdoor et du coup de pratiquants connectés, on arrive à une estimation aux alentours des 8 à 9 millions de pratiquants connectés en France, en outdoor, et d'1 million à peu près en Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant que, suivant les marques, suivant les applications, chaque année, un pratiquant outdoor connecté dépose entre 3 et 10 traces dans son appli préférée. Voilà, j'ai fait une estimation pour dire qu'on était à peu près à 30 à 80 millions de tracés GPS outdoor chaque année qui étaient déposés en France et 4 à 10 millions en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ces chiffres sont sûrement pas tout à fait exacts, mais néanmoins ils vous
ils vous permettent d'avoir un peu la visibilité sur l'importance et les flux qui sont très importants en matière de données, donc de tracés GPS. Alors ces tracés GPS, on va les trouver au niveau de différentes marques, avec des leaders comme Garmin, Suunto, Visorando pour les applis mobiles concernant la randonnée pédestre, Strava bien sûr, CityTrail, GeoVélo, OpenRunner, ViewRanger, Iphigénie, VisuGPX. Donc toutes ces marques, on a eu de nombreux échanges en amont pour préparer le projet qui va nous concerner par la suite. Dès les années 2000, au niveau des US, les fabricants se sont intéressés à la possibilité qu'offraient ces data. Et donc dès les années 2000, on a eu les plus grandes métropoles américaines qui ont été, on va dire, on a amené une vue de ces métropoles américaines avec les tracés GPS en les agrégeant. Strava a sorti aussi la carte mondiale des activités avec les fameuses heatmaps. Suunto lui a emboîté le pas quelques mois après. En France, on a eu GeoVélo qui a agrégé donc des flux de vélos taffeurs pour les mettre à disposition des collectivités territoriales. Running Hero et l'IRDS en 2016 et 2018 ont aussi offert des cartes de Paris avec les itinéraires de course à pied les plus utilisés par les joggeurs. De même dans le domaine du VTT, avec le site géré par Florian Coste, il y a une agrégation de tous les tracés GPS de VTT issus de différentes plateformes qui permet de voir les itinéraires qui sont praticables à VTT. Donc on voit que à la fois ces données commencent à être intéressantes pour les pratiquants, pour les aménageurs, mais aussi que c'est un peu le balbutiement, on va dire, de ces travaux au niveau du domaine national. Donc on a cherché au niveau du pôle ressources à s'intéresser quel pouvait être l'intérêt de ces données pour différents acteurs, que ce soit des territoires, que ce soit des gestionnaires d'espaces naturels, que ce soit des fédérations sportives, pour voir en quoi ils seraient intéressés pour pouvoir avoir connaissance de ces tracés et pouvoir les visualiser. La première plus-value qu'amènent ces tracés GPS, c'est de répondre à la question où, quels sont les itinéraires réellement utilisés par les pratiquants. Et là, on a eu notamment un intérêt des fédérations sportives telles que la randonnée pédestre ou la fédération de cyclisme pour voir, on va dire, pour pouvoir comparer un petit peu entre ce qu'ils proposent à leurs adhérents ou aux pratiquants de suivre comme itinéraire et la pratique réelle effectuée par ces mêmes pratiquants et de voir du coup les écarts qu'il pouvait y avoir entre les deux pour aménager l'offre. De la même façon, au niveau des conseils départementaux, là c'était le terme qu'il exprimait, mais de voir quels sont à un moment donné les usages sur un itinéraire qui est proposé, est-ce qu'il n'y a pas des variantes qui sont faites, est-ce que les gens coupent à certains endroits, la possibilité de visualiser ces flux est aussi une chose intéressante à ce niveau-là. Donc une des plus-values de ces tracés GPS concerne tout ce qui va être lié à l'aménagement du territoire, notamment pour revisiter la politique peut-être au niveau du balisage, au niveau de la signalétique, imaginer peut-être de nouveaux parkings pour accueillir le public au point de départ ou d'arrivée de ces pratiques. Imaginer aussi que on pourra peut-être positionner des toilettes sèches à ces endroits-là. On aura aussi peut-être la possibilité de voir à quel moment ces flux sont, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais plutôt en pause. Donc du coup, là où les pratiquants s'arrêtent pour manger, pour voir un panorama, donc peut-être là aussi on peut aménager avec des tables de pique-nique. Et puis aussi, où les pratiquants circulent, ça peut être intéressant pour aménager notamment des voies douces aux côtés de voies routières. Deuxième plus-value du tracé GPS et de son agrégation, ça permet de répondre à la question combien et quand. Donc connaître les flux, les dates de ces flux, pouvoir les comparer d'une année à l'autre, ce sont des éléments très stratégiques. Et on l'a vu cet été avec certains phénomènes de surfréquentation dans certains endroits suite au confinement. Cette donnée sur la fréquentation est vraiment une donnée stratégique pour développer de manière maîtrisée les sports de nature. Donc là, on a eu différentes expressions de gestionnaires d'espace, notamment les parcs naturels du Massif central qui s'intéressent à la fréquentation, notamment sur la grande traversée du Massif central à VTT, itinéraire qu'ils gèrent, pour connaître les segments qui sont les plus parcourus, pour voir les variations saisonnières,
ou alors pour voir aussi des points où on a des nœuds, c'est-à-dire on a plusieurs activités qui se croisent et qui permettent peut-être de compléter l'information d'un tracé GPS par un compteur fixe type éco-compteur. Pour les fédérations, c'est aussi intéressant de connaître ces fréquentations pour voir en termes de pratique, s'il y a beaucoup de pratiques sur ces secteurs-là, et du coup voir en termes de propositions, d'animation, d'encadrement, si les clubs savent répondre dans ces endroits-là. Et puis pour des gestionnaires d'espaces naturels protégés, qui ont des contrôles, qui ont de l'information du public à faire sur le terrain, avoir ces connaissances-là, ça permet de mieux positionner des tournées de garde, de contrôle ou d'information du public. Donc on voit que les tracés GPS, concernant l'aide à la décision, que ce soit pour la connaissance des pratiques sportives, pour l'attractivité touristique, pour la promotion, avec aussi plus on a de flux à un endroit, plus ça justifie le fait peut-être de faire un topo guide. Aussi, ça permet d'évaluer en termes d'investissement. On a imaginé, on a créé, aménagé certains itinéraires et on peut voir les années suivantes s'ils sont fréquentés ou pas. Et enfin, comme je disais, en matière d'information et de contrôle aussi, ça peut être intéressant pour les gestionnaires d'espaces naturels protégés. Autre intérêt de l'agrégation des flux GPS, c'est ce qui est lié aussi à la planification. Notamment, ces flux peuvent être mis en parallèle ou en superposition avec d'autres traces, d'autres cartes, et qu'on ait la couche cadastre, on le verra tout à l'heure. Donc ça permet de révéler éventuellement des passages en propriété privée qui peuvent être soucis de conflits d'usage. De la même façon, on peut aussi révéler des zones qui ne sont pas utilisées par les pratiquants outdoor et du coup qui sont de véritables zones de quiétude pour la faune ou la flore, et ce qui peut intéresser les réserves naturelles et les parcs nationaux aussi pour avoir ces informations. Donc en matière de planification, ces tracés GPS sont une aide à la décision pour les politiques de mobilité, pour la protection de la biodiversité, pour la gestion foncière, mais aussi pour la planification foncière. On pense notamment aux SCOT qui pourraient intégrer à terme ce genre de flux. Enfin, dernier élément qui pointe l'intérêt des tracés GPS pour l'aide à la décision concerne la précision des données qu'on a aussi dans ces tracés. Nous avons les activités, donc on peut trier par activité, nous avons les vitesses, nous avons les distances, nous avons les durées. Donc quand on croise ces éléments-là, on peut identifier notamment repérer des segments d'itinéraire où on a des VTTistes qui croisent des randonneurs avec des vitesses élevées. Donc potentiellement on peut identifier des sections qui sont potentiellement dangereuses. Donc il y a des enjeux de sécurité derrière. On a aussi, quand on regarde ça à une échelle d'un département, d'une région au niveau national, voir les variations et du coup les différences d'activité d'une année à l'autre, ça permet d'avoir des données aussi sur la pratique sportive et du coup sur la santé de nos concitoyens. Et puis autre élément qui pourrait être intéressant à terme aussi, quand on a ces flux sur certaines activités, on peut imaginer que ces flux servent à mettre à jour, à actualiser notamment des cartes IGN. Je pense par exemple aux itinéraires de ski de rando qui apparaissent sur les cartes IGN, qui peuvent peut-être être un peu revisités avec les flux des skieurs de randonnée. Donc vous l'avez compris, ces flux sont intéressants pas uniquement sur une approche sportive, mais bien sur une approche qui touche à toutes les politiques, enfin un grand nombre de politiques publiques au niveau des territoires. La vision que nous avons au niveau du ministère des Sports et du pôle ressources, c'est que ces données sont incontournables à l'avenir pour mieux gérer, mieux pérenniser les espaces et sites et itinéraires de pratique de sport de nature. Et surtout, ce que nous trouvons intéressant dans cette démarche, c'est que ces données sont objectives. Elles sont neutres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris. Après, c'est l'interprétation qu'on fera de ces données qui pourra être mise au débat. Et quand on souhaite, les territoires le savent bien, conduire des politiques de développement, nous avons besoin d'avoir des données neutres pour pouvoir partager, concerter avec l'ensemble des acteurs qui ont souvent des intérêts qui sont divergents. Notre mission, du coup, au niveau du pôle ressources, va être de collecter, de valoriser ces données pour faciliter l'aide à la décision des territoires, pour faire en sorte que les territoires soient les propres experts de leur territoire grâce à ces données. Quand on dit les territoires, on imagine bien sûr les collectivités territoriales, que ce soit les conseils départementaux, que ce soit les communautés de communes, que ce soit les communes, mais aussi les fédérations outdoor, et plus particulièrement celles qui gèrent des itinéraires,
les gestionnaires d'espaces naturels, qu'ils soient protégés ou non, comme les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, ou d'autres institutions telles que les ministères ou les départements. Concernant notre projet en 2019 et 2020, pour l'expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes, on imagine s'adresser à une 44 communautés de communes, 26 comités départementaux et régionaux des 2 fédérations qui sont partenaires aujourd'hui, le cyclisme et la randonnée pédestre, 10 parcs naturels régionaux et 2 parcs nationaux, et puis bien sûr les relais départementaux au niveau des conseils départementaux et des directions départementales jeunesse et sport. En conclusion, voilà ce dont nous allons parler maintenant, avec les intervenants qui suivront ensuite. Vous avez donc un schéma un petit peu de l'outil qui permettrait de faire ça à moyen terme, à savoir en amont, il serait alimenté avec des tracés GPS issus soit d'applications smartphone, donc nous avons contractualisé avec Visorando pour ça, sur la randonnée pédestre, soit de marques d'objets connectés. Là aussi, nous sommes en discussion et en échange avec Garmin et Suunto. Et enfin, d'autres sources de données qui sont des sites internet de partage de tracés GPS. Et là aussi, nous avons contractualisé avec Visu GPX. Ces données seront pour l'instant, à titre expérimental, uniquement traitées sur la partie marche, randonnée pédestre, course à pied, trail, running et vélo, VTT, cyclo, route, pour ensuite être donc filtrés, analysés avec des algorithmes et puis qui nous permettront de les visualiser sur des différents fonds cartographiques. Il y aura différentes fonctions, des cartes de chaleur, des cartes d'occupation, des cartes de densité. J'en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure avec Elodie. Et donc cette plateforme sera un accès sécurisé, ouverte donc au territoire et acteurs qui en feront la demande dans le cadre du partenariat que nous préciserons tout à l'heure. Christophe Martinez, merci beaucoup pour cette présentation et cette mise en appétit par rapport à ce projet. Simplement une question assez simple avant d'aller plus loin dans la collecte des données. Vous évoquiez 4 utilisateurs sur 10 utilisent des objets connectés. Bien sûr, une surreprésentativité des jeunes. Donc on pourrait se dire a priori, c'est un projet à long terme parce qu'aujourd'hui, l'utilisation des données n'étant que partielle au niveau des utilisateurs, on va avoir des données un peu erronées. Est-ce qu'on est sur un projet à long terme ou sur un projet qui va se concrétiser très rapidement dans sa mise en œuvre au regard des évolutions en termes d'utilisation des outils connectés que nous connaissons ? Alors je dirais qu'il va répondre aux 2 questions positivement, puisque pour l'instant dans la plateforme à minima nous avons 400 000 tracés GPS de 4 années à partir donc de 2018 fournis par Visorando donc sur Auvergne-Rhône-Alpes. À partir du mois de novembre, nous allons aussi solliciter, grâce à l'intervention des marques Suunto et Garmin, des membres des communautés Garmin Connect et des membres des communautés MoveCount Suunto. Du coup, on aura aussi des tracés qui arriveront de la part des utilisateurs si on est assez, on va dire, pertinent dans la communication et le sens qu'on donnera au partage de ces tracés. Donc, déjà à court terme, on aura des données intéressantes à analyser pour les territoires en Auvergne-Rhône-Alpes. Et à partir de 2021, la volonté c'est de s'élargir si l'expérimentation est identifiée comme positive, à l'ensemble du territoire national. Et effectivement, si on rentre dans quelque chose qui est positif, dans un cercle vertueux, on peut imaginer que les données qui vont chaque année rentrer dans la plateforme soient peut-être pas exponentielles, mais en tout cas soient croissantes d'une année à l'autre, vu qu'on aura des générations de plus en plus connectées par rapport aux premières diapositives qu'on a pu voir en début d'intervention. Merci. Très concrètement, vous l'avez expliqué, mais je pense qu'il est important de le rappeler, on ne s'adresse pas et on n'exploite pas que les données des randonneurs.
toutes les pratiques outdoor seront analysées, en tout cas toutes celles qui utilisent à un moment des données géolocalisées. Comment vous voyez un petit peu le développement justement de l'outil et quels sont les enjeux finalement de fédérer le plus grand nombre de pratiquants, le plus grand nombre de pratiques pour avoir une analyse plus fine en matière de gestion de territoire? Alors aujourd'hui, le pratiquant outdoor est un multi-pratiquant. Il fait en moyenne 3,2 activités sur les dernières enquêtes qu'on avait réalisées en 2016 et 2018. Donc de fait, même s'il est randonneur, il est aussi très souvent cycliste, il est aussi très souvent runner. Donc à ce niveau-là, on est bien dans une logique d'être sur une approche de flux qui soit de différentes activités. Sur l'expérimentation, on a choisi de cibler par rapport aux trois disciplines, la marcher, courir, pédaler, parce que c'est le 80-20 des sports de nature. Quand vous avez déjà ces activités-là, vous touchez un nombre de pratiquants qui est énorme. Mais comme vous l'avez justement précisé, effectivement, l'enjeu, c'est bien d'ouvrir à d'autres disciplines. On pense aussi aux disciplines hivernales avec le ski de rando. On peut imaginer aussi que des pratiquants nautiques, quand ils font du kayak de mer ou du kayak de rivière ou de la voile ou autre, aient aussi des systèmes qui enregistrent leur itinéraire ou leur déplacement. Donc à partir de là, la trace GPS, si on sait l'associer, on va dire, à une pratique sportive, soit sur du déclaratif, soit en reconstituant à partir des vitesses un peu la nature de l'activité, on pourra effectivement élargir et donc rendre accessible pour les territoires à l'ensemble à une grande majorité des disciplines sportives de nature. Notamment celles qui sont sur des déplacements, on va dire, plutôt de type horizontaux, et qui font, on va dire, de l'itinérance. Après, sur des activités type escalade ou autre, ou spéléo, là forcément ça sera un peu plus délicat, mais voilà, on va dire une grande partie des sports outdoor pourront à terme potentiellement être dans cette plateforme. Christophe Martinez, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes chargé de mission au pôle ressources nationales sport de nature